Ah, merci beaucoup. Dans lequel j'ai un peu contribué, voilà, au cas où. Pourquoi il n'a pas cité, il doit y avoir ton nom quand même. Il faut qu'il fasse comme Pierre Curie qui demandait que sa femme soit citée. Ou la première femme d'Albert aussi. Albert Einstein aussi, la première femme a beaucoup travaillé. Merci beaucoup. Bien, je suis physicien nucléaire. Le champ de recherche, le mien, c'est la fusion nucléaire. Les radioisotopes qui sortent du réacteur. Et j'ai contribué avec la découverte de ce qu'on appelle la fission froide. Mais cette fois-ci, ce n'est pas de ça qu'on va parler. On va parler des choses plus, comme on appelle en France, terre à terre, plus que terre à terre, sous-sol. C'est l'eau souterraine de Lima. Pourquoi cette question? Parce que, vous savez, avec le changement climatique, le changement climatique, c'est un problème pour les pays comme le Pérou. Les pluies ne sont plus les mêmes, plus à la même époque, et on a donc la menace de ne pas peut-être, pendant une année, de ne pas avoir de l'eau. La question est de savoir combien de temps l'eau reste au sous-sol et combien de temps prend la pluie des hautes montagnes pour arriver à la mer. Et comme ça, on sait que si cette année il y a beaucoup de pluie, quelques années plus tard, on aura peut-être de l'eau, au moins au sous-sol. Donc, quel est le temps qui prend l'eau de pluie pour arriver à la mer? Voilà la première question. C'est ça qu'on va essayer de résoudre. Évidemment, pour faire cette recherche, il faut beaucoup d'argent, parce qu'il faut un système de mesure del caudal, comment on dit le caudal, le flow, hein? Le débit historique de l'eau de la rivière plus importante de Lima, le Rímac, comment elle varie avec le temps. Et normalement, en moyenne, il y a 5 mètres cubiques par seconde, normalement, en été. Hein? Quand il y a de l'eau. Voilà. En moyenne. Parfois, il y a moins et parfois plus. En été, c'est 25-30. C'est ça. Et donc, comme physicien nucléaire, on mesure le temps de vol d'un neutron, quelques millièmes de seconde. On fait ce qu'on appelle le start et le stop. À quel moment ça s'initie le départ des neutrons et à quel moment arrive au détecteur. Donc il faut un signal initial. J'ai appliqué la même chose, mais quel est la signal initial? Donc la pluie. Le débit de l'eau au Rímac. Mais pour mesurer le temps qui reste au sous-sol, il faut mesurer ça plusieurs années. Et il faut des moyens pour ça. Et comment le pic de débit du Rímac se traduit au sous-sol par la hauteur de l'eau souterraine des puits. Donc les puits ont un niveau... La nappe phréatique. Donc il y a là, il faut mesurer aussi plusieurs années comment elle peut varier et pour faire une corrélation entre le débit de la rivière et le niveau de la nappe phréatique. Plusieurs années, mais on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, mais on a des amis. On a des amis à l'entreprise de l'eau de Lima et aussi au service de hydrologie et météorologie. Donc j'ai demandé ces mesures historiques qu'ils ont donc chez eux. Comme au Carmen C, c'est un peu difficile parfois de demander les données
on a réussi quand même. Donc on va faire ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà le Pérou. Et le bassin de Rimac, c'est le rouge. C'est là le lieu de l'étude. On a ici donc les hautes montagnes. Il y a les pluies qui tombent sur les hautes montagnes. Il y a plusieurs rivières qui font finalement le Rimac qui descend vers Lima. 50 km avant d'arriver à la mer, l'eau commence à s'introduire au sous-sol. Ici, c'est une maquette. C'est une maquette faite par l'autorité de l'eau. C'est plus ou moins la même chose. C'est la rivière. Et puis, il y a tous les barrios, les quartiers pauvres de Lima, un peu partout, qui ont commencé à utiliser de l'eau souterraine par l'intermédiaire des puits. Puis, il y a plus ou moins 500 puits. Avant de ces puits, enfin, les années 50, ça c'est le... Attends. Laissez-moi faire. Les années 50, et ça c'est la mer, l'océan Pacifique à droite, on voit un bout là. L'eau arrivait à un peu partout, toutes les couches. Ces couches de pierre, de sable, c'est produit des avalanches qui viennent des hautes montagnes. Des millions d'années d'avalanches, ils ont fait plusieurs couches. On peut voyager par cette route au bord de la mer, 10 km, on trouve la même ligne de sable, 10 km la même ligne, qui signifie que plusieurs années, il y a eu du calme. Donc il y a le sable au fond. Et il y avait donc les années 50 beaucoup d'eau qui tombait par là. C'est pour ça qu'on l'appelle jusqu'à maintenant chorrillos. Comment on peut traduire ça, le chef? Chorrillos. Petit ruisseau. Qui tombaient. Quand je suis arrivé à Lima, les années 60, j'allais me baigner là, par ici, au Salé. Je traversais, il n'y avait pas de route, je prenais la douche d'eau fraîche, eau douce. Maintenant, il n'y a plus d'eau douce qui tombe. Par contre, comme j'allais tous les jours, en été évidemment, je trouvais que l'eau disparaissait ici, mais quand même, au bord de la mer, j'ai vu un jour une colombe qui venait de la... Pardon? La colombe, je ne sais pas s'il est là, mais... Voilà. Et la colombe est venue par là. Il n'y avait pas de pierres, il était sous le sable. Et a commencé à picoter là, à prendre de l'eau. J'ai dit, mais c'est pas possible, une colombe qui boit de l'eau salée. Je me suis approché, j'ai vu que l'eau sortait du sable vertical vers le haut. J'ai demandé à un jardinier qui commençait à faire par là des jardins qui prennent un peu d'eau. Il a dit, ben, c'est douce, c'est incroyable. Donc tout de suite, lui, à lieu de la mairie de Miraflores, qui prenait de l'eau pour les jardins de 50 km plus loin, en camion spéciaux, je lui ai dit, mais pourquoi tu n'utilises pas cette eau? Ils ont fait maintenant, chaque 10 minutes, il y a un camion qui prend de l'eau. Et ils ont fait ce sort de puits. C'est un faux puits parce que, en fait, l'eau traverse sans problème vers la mer. Donc, on peut voir ici, d'ailleurs, la pompe, on pompe de l'eau comme ça pour faire l'irrigation de tous les jardins de la région. Je me dis, mais combien de temps prend ce eau pour venir jusqu'ici? Grande question.
c'est un autre, ça on l'appelle une source d'eau, une autre source d'eau, quelques kilomètres du premier. Donc on a plusieurs sources d'eau juste à côté de la mer. Intéressant. Et cette eau, elle est très, très, très bonne pour boire. On achète ça au Pérou par $1. Mais ici, on a des dollars parce que c'est la même qualité d'eau. Eh bien, donc, je commençais à faire un groupe d'étudiants, de chercheurs pour étudier cette eau. Évidemment, les jeunes viennent faire, ils aiment bien la mer d'abord. Donc, ils viennent faire la recherche, ils prennent les échantillons d'eau pour mesurer toutes les caractéristiques. Mais Véronique Collin, qui est ici présente, elle m'a dit, mais comment c'était chez les Incas? À l'époque des Incas, il y a donc 1000 années. Elle a découvert, évidemment, sur les cartes, là, que les Incas, ils avaient fait plusieurs canaux. Le rimac, c'est plus ou moins la ligne horizontale. Plusieurs canaux pour irriguer toute cette région, qui c'était un véritable jardin. Il y avait des arbres, des fleurs, c'est un jardin. Et il y avait plusieurs restes archéologiques. Enfin, à l'époque, c'était donc des petits villages, disons, mais religieux. Ce n'était pas pour vivre, c'était pour faire des cérémonies. Et cette eau-là, il reste encore quelques canaux, mais maintenant sont souterrains. Ils ont mis comme on appelle ça, l'asphalte. Voilà. Donc l'eau continue. Et, ouais, voilà. Et donc les puits sont là aussi maintenant. Mais l'eau a commencé à descendre, la nappe phréatique a commencé à descendre parce qu'il y a maintenant 500 puits. Cette ligne-là, c'est la ligne de niveau de la nappe phréatique. Ici, le 0, donc c'est au niveau de la mer, 5, 10, etc. Jusqu'à 380. C'est là qu'il commence à rentrer l'eau de la rivière et commence à aller par la voie souterraine vers la mer. Et aussi, l'entreprise de l'eau de Lima a mesuré combien ça a descendu la nappe phréatique de niveau. Donc évidemment, les quartiers les plus riches sont ceux qui ont pris le plus d'eau. Ici, donc, c'est San Isidro, c'est le quartier le plus riche du Pérou. Ça, le niveau a descendu 30 mètres. Et La Molina, qui est aussi très riche, 50 mètres. Donc beaucoup, il consomme beaucoup d'eau. Donc notre question, comme je l'ai dit, c'est mesurer le temps qui prenait l'eau de rentrer près de la rivière Rimac pour arriver jusqu'à la mer. C'était ça la question. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, là, le débit de Rimac. Vous voyez ici, 1180 jusqu'à 2010. Comme vous voyez très clairement, l'année 86, il y a eu donc une année très de haut débit. Il est arrivé jusqu'à 60 mètres cubiques par seconde. Hein? Et après, c'est moins clair, mais vraiment, en 86, c'était l'année. Et à côté de la mer, il y a un puits. C'est à Miraflores, à 1000 mètres de la mer. Et je demandais l'historique de la hauteur, du niveau de la nappe phréatique de ce puits-là. J'ai trouvé, par surprise, qui descendait, comme tous les ans descendaient. Mais ici, il y a une bosse
cette bosse, j'ai fait les calculs simples là pour voir le pic aussi, et c'est 89. 89, c'est 3 ans après 86. Donc c'est facile de calculer le temps qui prend l'eau d'arriver depuis la pluie jusqu'à la mer. Ici c'est moins clair, mais plus ou moins le plus haut débit c'était à 2001 et ça correspondait aussi, ici plus ou moins la bosse à 2004. Ça c'est une espèce de confirmation du calcul, de la mesure en fait, ce n'est pas un calcul. C'est une corrélation très simple. Il y a d'autres puits, pas à côté de la mer, mais d'autres puits aussi qui montrent qu'effectivement, en 2003, à 2004, il y a une bosse historique du niveau de la nappe phréatique. Donc, c'est clair que l'eau prend 3 ans pour arriver à la mer. Ça, c'est des questions donc tout à fait classiques. Maintenant, on a appliqué les techniques nucléaires pour voir qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est que le nucléaire? Vous savez, l'eau, il a un isotope d'hydrogène, l'hydrogène 3, le tritium. Le tritium est radioactif. Chaque 10 ans, la moitié du tritium disparaît. Ça disparaît. Donc on mesure la quantité de tritium pour savoir quelle est l'époque qui a été polie, n'est-ce pas? On a mesuré la quantité de tritium et le tritium a une vie moyenne de 12 ans. Et on a calculé donc que l'eau qui est à côté de la mer avait 6 ans d'âge. L'âge était 6 ans. Donc il y a un problème parce qu'on a calculé 3 ans et l'âge de l'eau, c'est 6 ans. Quelle était l'explication qu'on a donnée? C'était très simple. Le niveau de la nappe phréatique d'un puits, c'est en fait l'histoire récente. Évidemment, si ça tombe de l'eau, ce qui va changer le premier, c'est le niveau. Par contre, quand on fait un puits, on traverse plusieurs couches. Donc, c'est un mélange d'eau fraîche et d'eau plus vieille. L'âge de l'eau ici, en fait, c'est l'âge moyen de toutes les eaux qui tombent par plusieurs couches. Donc, il n'y a pas de contradiction, c'est une mesure complémentaire, en fait. Voilà, c'était un peu ça ce que je racontais d'une façon très simple. On a trouvé quand même des puits avec un eau qui a 50 ans d'âge. Mais c'est des puits qui sont au fond de la mer. On pénètre la mer, on descend, il y a des puits d'eau douce qui est utilisé par les bateaux qui arrivent. Les gros bateaux, ils ne prennent pas de l'eau de la ville, mais ils ont des systèmes pour pomper de l'eau souterraine au fond de la mer. Donc c'est des eaux qui sont plus vieilles, 50 ans. Et voilà, c'est ça qu'on fait maintenant. Et maintenant, on va étudier l'origine, d'où ça vient, à quelle hauteur est tombée l'eau. Et avec ça, pour répondre à cette question, on utilise d'autres isotopes. Le deutérium, l'hydrogène 2 et l'oxygène 18 sont des isotopes lourds. Ça, c'est un peu plus compliqué. Là, on a pris des échantillons à Lima. Ça, c'est Lima, la région de Lima. Ça, c'est la longitude et la latitude. Comme vous voyez, là, c'est déjà la partie haute, près de la haute montagne. Ça, c'est les sources d'eau qu'on a pris là, les échantillons, pour savoir le contenu de
de deutérium et oxygène 18. Pourquoi on fait ça? Parce que si on prend ici horizontal le contenu d'hydrogène 2 et ici l'altitude qui a tombé comme pluie, il y a une ligne droite là, une corrélation directe entre le contenu de hydrogène 2 et l'altitude sur mer là, de pluie qui a tombé. Donc on voit la ligne droite, mais par surprise on trouve ici à 0 mètre, donc à Lima, l'eau tombe, entre guillemets, parce que le contenu là correspond à une hauteur de 4000 mètres. En fait, c'est simple de dire que l'eau qui est à Lima, en fait, c'est en moyenne des eaux qui ont tombé à plusieurs altitudes entre 5000 et 3000 mètres. Le vide qui est là, en fait, c'est parce que l'eau est venue directement de l'altitude de 4000 mètres jusqu'à Lima par voie souterraine. Donc, autrement dit, on a des eaux de 6 ans en moyenne d'âge et qui sont des eaux qui ont tombé plus ou moins à 3500 mètres. Voilà. Et pour cela, il faut donc, pour résoudre le problème d'eau à Lima, on a trouvé qu'il faut faire des tunnels à 3000 mètres, 5000 mètres. On fait des tunnels horizontaux, ou presque horizontaux, et on obtient de l'eau comme des rivières, sans problème. On a un tunnel de 11 km contre la montagne, et on a une rivière de 5 mètres cubes par seconde. Donc, une façon d'avoir plus d'eau, indépendamment de pluie, c'est faire des tunnels à la montagne péruvienne, sans problème. Voilà, ça c'est pas simple. Un tunnel contre la cordillère. C'est pas un tunnel, en fait, c'est une mine d'eau. Là, on a une rivière qui sort, donc c'est une solution importante qu'on doit faire pour la côte péruvienne. Une autre solution, c'est ces mines d'eau qui sortent beaucoup d'eau, mettre un tube, aqueducto, et l'amener directement à Lima. On n'aura pas besoin de faire le processus qui est très cher là pour l'eau sale complètement, le rendre potable. Ça, c'est plus facile d'amener un aqueducto. Voilà. Donc, solution pour nos problèmes, c'est faire ces mines d'eau et amener donc sans problème à Lima. Donc, beaucoup de jeunes, surtout les filles, ils aiment se promener à la plage et faire des recherches. Ça, c'est les personnes qui contribuent là. Hein? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter. Merci beaucoup.